Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR. Les armures dans le jeu de rôle. Je soutiens, dur comme fer, que les utiliser comme des modificateurs ou comme des influenceurs de la passe d'armes et du jet pour toucher est à la fois plus ludique et plus réaliste que les utiliser comme des absorbeurs de dégâts. Et pour avoir déjà vu ce genre de discussion ici et là sur le net, je sais que c'est un sujet qui en général donne l'avantage, en termes de réalisme surtout, aux armures comme absorbeurs de dégâts. Et je suis là pour vous soutenir le contraire avec des arguments. Comme certains le savent déjà, j'utilise un système de jeu de rôle maison que j'ai développé, dans lequel les armures sont utilisées comme des influenceurs de la passe d'armes, ou du jet pour toucher, plutôt que comme des absorbeurs de dégâts lorsque l'on fait ensuite le jet de dégâts. Souvent dans le jeu de rôle, vous avez un jet pour toucher. Alors dans certains jeux de rôle, c'est un attaquant et un défenseur. Dans d'autres, comme dans mon système, il y a un seul jet pour déterminer qui gagne la passe d'armes, comme dans Brigandine. Et bien souvent, il y a ensuite un jet de dégâts. Et c'est sur ce jet de dégâts-là que l'armure vient finalement se soustraire aux dégâts. C'est un modificateur négatif aux dégâts. Vous prenez 10 points de dégâts, on enlève l'armure de 3, ça fait 7. Voilà. Selon moi, ça c'est moins ludique et moins réaliste que l'inverse, c'est-à-dire faire en sorte que l'armure soit, comme dans mon système, un bonus pour le combattant à son jet pour toucher, à son jet pour gagner la passe d'armes. Alors, abordons déjà l'aspect ludique. J'aime que chaque passe d'armes ne soit pas inutile, c'est-à-dire qu'elle change la dynamique du combat, qu'elle fasse évoluer le combat, même si c'est minime, même si c'est l'histoire d'un point de vie. Or, si on applique l'usage des armures comme des absorbeurs de dégâts, on peut avoir un personnage qui gagne la passe d'armes, ou qui touche son adversaire, puis qui fait un jet de dégâts, et admettons qu'il fasse 3 au jet de dégâts, mais l'adversaire a une armure de 3, et bien finalement ça fait 0, et la passe d'armes n'a servi à rien. Et ça, pour moi, dans ce que je recherche dans le jeu de rôle, le tour qui ne sert à rien, le tour qui n'apporte rien, ne m'intéresse pas. Ça ralentit pour rien. Alors, on va me soutenir, ah mais tu peux l'interpréter, même s'il ne prend pas de dégâts, comme il a perdu la passe d'armes, il peut être déséquilibré, etc. Très bien, on peut tout interpréter. Moi, je vous parle en termes de règles, si on les applique telles quelles, là c'est un problème. Donc ça, c'est le premier élément, c'est le côté ludique. Ensuite, et c'est surtout ça que je vais aborder aujourd'hui, c'est le côté réalisme. Alors écoutez bien, il faut savoir une chose, c'est que, contrairement à ce qu'on voit dans les films, les armures, ça fonctionne. Elles existent pour une raison. Alors, quand on voit dans les batailles médiévales, dans les films, tous ces guerriers qui taillent les armures comme dans du beurre, qui les transpercent sans problème, ça c'est faux. Une armure, une cotte de maille, et encore plus une armure de plaque, même une brigandine, qui sont faites des plaques rivetées, je peux vous assurer que ça fonctionne réellement. Si vous tapez ces armures, surtout avec une arme tranchante, ça ne traversera pas. Qu'on s'entende, cela protège. Au pire, vous pouvez effectivement, il ne faut pas se leurrer, il peut y avoir des chocs violents qui sont ressentis par le porteur de l'armure. Évidemment, on peut rentrer dans tous ces détails-là, mais dans l'ensemble, une armure, ça fonctionne. Et qu'est-ce que ça veut dire que ça fonctionne, une armure? Ça veut dire que un combattant, lorsqu'il va tenter justement de toucher son adversaire, d'ailleurs, il ne veut pas juste le toucher, il veut le blesser. Et pour le blesser, il faut qu'il touche là où il n'y a pas d'armure. C'est ça la réalité du combat. Le combattant essaye de frapper son adversaire là où il n'y a pas d'armure. Il n'a aucun intérêt à essayer de frapper là où il y a l'armure. Donc finalement, quand on parle de jet pour toucher, on parle essentiellement de jet pour blesser. Enfin, on devrait en tout cas. Toucher pour toucher n'a aucun intérêt. Toucher là où l'adversaire, l'adversaire n'est pas protégé. Or, quand on utilise l'armure comme un absorbeur de dégâts, on a d'abord le jet pour toucher, et ensuite, quoi qu'il arrive, pour les dégâts, on appliquera l'armure. Ce qui sous-entend que les combattants sont toujours touchés au niveau de l'armure. Et là, il y a un problème. Car ça va à l'encontre de ce qu'essaierait de faire un combattant.
hein, dans ces jeux-là, vous touchez, on applique l'armure systématiquement derrière sur les dégâts. Donc ça veut dire que l'armure est toujours là et on n'arrive jamais à passer outre. Alors que non. Un combattant va essayer de frapper là où il n'y a pas d'armure. Par conséquent, il est plus logique de se dire que lorsque l'on réussit le jet pour toucher, lorsque l'on est le vainqueur de la passe d'armes, cela sous-entend que l'on a frappé là où il n'y avait pas d'armure. Et donc quand on applique les dégâts, il n'y a plus d'armure pour les dégâts. Et donc l'armure est plutôt un bonus pour l'un des combattants à la passe d'armes, ou peut-être un malus à celui qui va toucher, ça dépend de votre système, hein, bien sûr. Parce que plus l'adversaire est protégé, avec une meilleure armure et surtout sur une plus grande surface, plus il est difficile finalement à toucher, justement. Ainsi, quand on ne gagne pas une passe d'armes, quand on la perd, ou quand on n'arrive pas à toucher son adversaire, en termes d'interprétation, ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas touché du tout. On l'a peut-être touché, mais justement au niveau de l'armure. Et donc ça n'a eu aucun effet. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Quand mes joueurs tentent de gagner une passe d'armes et qu'ils la perdent, dans la description, on ne dit pas forcément qu'ils n'ont jamais touché l'adversaire. Ils l'ont peut-être touché, ils l'ont peut-être donné des coups qui étaient sans conséquence, ou frappé l'armure. Donc ça, c'est l'une des raisons principales. En définitive, l'armure, c'est un couvert. C'est un couvert. Or, il y a un paradoxe dans les jeux de rôle, y compris ceux qui utilisent l'armure comme des absorbeurs de dégâts, c'est que souvent vous avez quand même des règles de couvert. Qu'est-ce qui se passe quand votre personnage bénéficie d'un couvert? Il est derrière un petit muret, etc. Bien souvent, les couverts dans les jeux de rôle sont utilisés comme des bonus ou des malus à l'attaquant qui essaye de toucher. C'est comme ça notamment pour les attaques à distance. D'accord ? C'est jamais utilisé comme une armure d'un point de vue règle, comme un absorbeur de dégâts. Très rarement. Donc, ce qui est bizarre, c'est que ces jeux de rôle-là n'ignorent pas ce côté réaliste pour les couverts qui ne sont pas des armures. Alors que, en fait, une armure, c'est ni plus ni moins qu'un couvert qui bouge avec son porteur. Voilà, à la différence d'un mur qui va rester là où il est, il faut rester derrière le mur pour en bénéficier, l'armure vous suit partout, puisque vous la portez. Mais c'est le même objectif. Et quand quelqu'un tire à l'arc derrière un adversaire qui est partiellement dissimulé derrière un muret, ce qu'il essaie de faire l'archer, c'est pas de tirer à travers le muret, c'est de tirer sur l'élément de sa cible qui dépasse du muret. En d'autres termes, l'attaquant essaie de passer outre la protection. Et s'il réussit, ça veut dire que la flèche ou la balle de pistolet a touché sa cible, donc derrière le muret. Donc on ne retranche pas la protection que représente le muret aux dégâts ensuite. Non, l'adversaire est touché. Et par conséquent, je trouve qu'il est normal d'appliquer la même logique à des armures. C'est donc pour cette raison que je pense qu'il est finalement beaucoup plus réaliste d'appliquer l'armure comme un influenceur de la passe d'armes. Et une fois que la passe d'armes est gagnée, les dégâts s'appliquent directement contre l'adversaire qui est sous l'armure. L'armure n'intervient plus. Et il y a un autre argument aussi. Moi, dans mon système, j'ai des passes d'armes, comme dans Brigandine. L'armure est utilisée comme un bonus pour le combattant. Il n'y a pas d'attaquant et de défenseur, tout le monde attaque. En fait, c'est une passe d'armes et le vainqueur de la passe d'armes va appliquer les dégâts derrière. Et l'autre n'applique rien. Et donc, au-delà de ce que je viens d'expliquer sur la nature des armures, qu'il s'agit en fait d'un couvert, d'une protection mobile, si on veut, il faut aussi prendre en compte le fait que les armures sont aussi des équipements d'attaque d'une certaine manière parce qu'elles vont changer la dynamique du combat. Je vous donne un exemple extrême. Vous prenez deux combattants. L'un d'eux porte une armure de plaque complète et l'autre ne porte aucune armure. Et ils ont chacun une épée, on va dire. Donc c'est la seule variable, c'est l'armure. Et disons qu'ils sont d'une compétence égale. On essaie d'enlever toutes les variables et on garde juste le niveau de protection comme différence.
je peux vous dire que le style de combat des deux adversaires va être drastiquement influencé par le fait que l'un porte une armure de plaque et l'autre rien du tout. Qu'est-ce que ça va influencer? Eh bien, celui qui porte une armure de plaque va pouvoir négliger totalement sa propre défense parce qu'il craindra pas grand-chose. Donc il va aller en attaque totale contre son adversaire, ce qui est extrêmement dangereux. Un adversaire qui ne pense pas, qui n'a pas besoin de penser à sa propre protection, est extrêmement dangereux. C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui sont drogués et qui portent pas d'armure sont très dangereux parce que eux-mêmes ne pensent plus au fait qu'ils peuvent être blessés. Donc ça les rend très offensifs. Là, c'est le même principe avec l'armure. Alors que, à l'inverse, celui qui n'a pas d'armure, à la moindre erreur, il peut être tué. Donc il va être beaucoup plus dans la défense, beaucoup moins dans l'attaque. Donc ça change complètement le style de combat. Ainsi, avec une armure, vous pouvez vous permettre d'être beaucoup plus offensif que si vous n'en aviez pas. Et il ne faut pas croire aussi, dans les jeux de rôle, on dit souvent oui, mais celui qui a l'armure de plaque complète sera plus lent, moins mobile, donc il y a une sorte d'équilibrage parce que celui qui n'a pas d'armure pourra plus facilement éviter les coups. Alors là, je vous le dis tout de suite, il faut arrêter ça. Oui, vous serez un peu plus mobile si vous n'avez pas d'armure, c'est une vérité. Maintenant, on surestime bien souvent la perte de mobilité que représentent les armures. D'ailleurs, une cotte de maille réduit beaucoup plus votre mobilité, par exemple, qu'une armure de plaque complète. Mais au final, au global, si vous prenez la globalité, ce que vous perdez un petit peu en mobilité et probablement en endurance, c'est vrai, en portant une armure, est très largement compensé par la protection que ça vous offre. Donc, si on prend les choses dans leur globalité, au final, si vous portez une armure, vous avez un avantage drastique contre celui qui n'en porte pas. C'est bien pour ça que s'ils le pouvaient, dans les époques médiévales, si les combattants avaient l'argent pour se permettre des protections, eh ben ils en prenaient. Point. Avoir une armure de plaque, c'est mieux que ne pas en avoir dans un combat, au final. Il n'y a pas d'équilibrage, en fait c'est que dans les jeux de rôle on essaie d'équilibrer pour avoir le voleur rapide avec son armure de cuir, etc. En réalité, franchement, si vous avez le choix, vous mettez une armure. Donc, c'est pour cette raison que moi, j'utilise les armures comme des bonus. Vous avez une armure de plaque, bah oui, vous êtes avantagé par celui qui porte simplement une brigandine sans manche et rien d'autre. Très clairement. Voilà. J'espère que je vais laisser ça assez court, donc je le maintiens. Ma conclusion, effectivement, face à ces arguments, c'est que utiliser l'armure en termes de règles dans les jeux de rôle comme un influenceur de la passe d'armes ou du jet pour toucher est à la fois, selon moi, plus ludique et finalement beaucoup plus réaliste que l'utiliser comme un absorbeur des dégâts dans un second temps. Il est possible que cette vidéo donne lieu à un café JDR débat. On en avait déjà parlé, nous verrons. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.